Bonjour à tous, donc on se retrouve pour ce quatrième épisode de la leçon de géographie. Je vous avais demandé hier de répondre à trois questions sur ce petit graphique et effectivement nous allons donc y répondre. Vous allez pouvoir corriger votre exercice. Donc la première question, c'était quelle a été la toute première source d'énergie utilisée par les hommes si on remonte à l'époque de la préhistoire? Eh bien, je ne sais pas si vous avez trouvé, mais c'était très simple finalement à trouver, puisque la première source d'énergie utilisée, c'est le bois, tout simplement. On peut penser à l'âge du feu. Il y a des films sur la préhistoire où effectivement, quand l'homme préhistorique a eu enfin la maîtrise du feu, donc a compris comment il y avait le gardien d'ailleurs du feu, qui gardait précieusement à l'époque de la préhistoire, comment dire, je cherche le mot, des petites braises de feu qui essayaient toujours en fait de les maintenir pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir cuire les aliments, etc. Pour pouvoir tailler aussi les flèches, etc., les durcir avec le feu. Eh bien, c'est le bois effectivement qui a été la première source d'énergie et qui reste encore aujourd'hui dans beaucoup de pays la première source d'énergie utilisée. Quand les besoins énergétiques ont fortement augmenté, eh bien, on s'aperçoit et on le voit, en fait, que c'est au début du XXe siècle, vers les années même milieu du XXe siècle, que vraiment les énergies vont d'un coup augmenter. D'une part, parce que la population va fortement augmenter sur Terre, le niveau de vie de ces populations va aussi s'améliorer, et donc la demande et les besoins énergétiques vont considérablement augmenter. Et à quelle découverte finalement est liée cette augmentation? Elle est liée en fait à la découverte du charbon, qui marque la première révolution industrielle. On le verra d'ailleurs l'année prochaine en quatrième, ça correspond à une leçon qu'on a à faire. Et puis vraiment après, il y a eu un décollage avec la découverte des gisements de pétrole et puis de l'électricité. D'ailleurs, on appelait à l'époque, quand on a découvert l'électricité, c'était tellement nouveau, tellement magique, on parlait de la fée électricité. Et on le verra aussi l'année prochaine en quatrième. Donc si j'affiche quelque part la correction, que je vous relis, donc à la préhistoire, les hommes utilisent principalement le feu pour se chauffer et cuire les aliments. Le bois est alors donc le principal combustible utilisé pour produire de l'énergie. C'est le charbon qui est à l'origine de la révolution industrielle, donc du premier boom, on va dire, de production énergétique. Et c'est surtout en fait courant XXe siècle que la découverte du pétrole et de l'électricité va permettre, vous avez vu, le développement des transports et modifie complètement nos modes de vie. Et bien plus tard, effectivement, voilà, avec l'électricité aussi, l'apparition de l'énergie nucléaire dans les années 1950. Voilà. Alors, on va continuer à étudier un petit peu à l'échelle mondiale les différentes sources d'énergie produites et consommées, et effectivement, qui a accès à l'électricité à l'échelle mondiale. Alors, j'essaie de vous trouver à chaque fois les chiffres les plus récents, et j'ai passé un certain temps à chercher, parce que c'est pas si évident que ça. J'ai pas trouvé de chiffres plus récents que 2017. Donc, si on regarde bien ici, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits, puisqu'on peut carrément dire, on va arrondir que quasiment 89% de la population mondiale a accès à l'électricité maintenant. Si on regarde la légende, alors là on n'a pas de données, les pays en rouge ont accès entre 0 et 25% à l'électricité, en orange 26 à 50%, donc moins de la moitié de la population a accès, ou moins d'un quart de la population du pays concerné a accès, on va dire, à l'électricité. Là, c'est plus la moitié, voire les trois quarts, et puis là, c'est presque 100%, on va dire, de la population qui a accès à l'électricité. D'accord? Donc, il y a eu des progrès importants, mais il y a quand même aujourd'hui encore 11% de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas accès en 2020 à l'électricité. Vous imaginez bien tous les problèmes que ça pose. Moi, je me rappelle l'année dernière, je suis resté 15 jours sans électricité chez moi, suite à une erreur de mon fournisseur d'électricité, qui s'était trompé de compteur et qui m'avait coupé l'électricité. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à la réavoir, et ça avait été très compliqué parce que effectivement, plus de réveil le matin pour aller à l'école, plus de chaudière qui fonctionne en plein hiver parce qu'elle fonctionne à l'électricité pour démarrer. Donc effectivement, elle a beau fonctionner au gaz, son démarrage est électrique, donc plus de chauffage à la maison. À partir de 17 heures, quand je rentrais de l'école, il faisait nuit chez moi, donc je mettais des bougies partout. Plus de quoi cuisiner non plus, parce que j'ai une gazinière, une cuisinière au gaz. Enfin non, pas au gaz, j'avais une cuisinière à l'électricité.
Donc du coup, en fait, quand on n'a plus d'électricité, ça devient très très vite compliqué parce qu'aujourd'hui, on est très très dépendant, on s'en rend pas compte, nous, de l'électricité. Hein, on appuie sur le bouton pour entrer dans une pièce et il y a de la lumière, il n'y a plus de télévision, plus de musique, plus rien. La plupart des objets que nous utilisons aujourd'hui fonctionnent à l'électricité. Et je me souviens que ma principale angoisse, c'était effectivement d'arriver en retard puisque mon téléphone se déchargeait dans la nuit et j'avais toujours peur de ne pas me réveiller pour aller à l'école. Sans compter mon ordinateur qui se déchargeait et je pouvais plus travailler à partir d'une certaine heure à la maison. Donc aujourd'hui, vraiment, l'absence d'électricité, on ne s'en rend pas compte. Il faut vraiment en être privé pour se rendre compte à quel point c'est vital pour les économies des pays, pour vivre au quotidien chez soi, etc. Et vous avez encore 11%, ce qui représente à peu près 800 millions de personnes sur Terre, hein, presque 1 milliard de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à l'électricité. Et où justement ces pays sont-ils privés d'électricité? On le voit très clairement. Hein. C'est quand même l'Afrique qui est le continent donc le plus pauvre du monde et qui est aussi, c'est logique, touché par ce manque d'accès à l'électricité en très forte majorité. L'Afrique centrale, hein, principalement, moins l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Pourquoi? C'est logique, c'est aussi les pays les plus riches. Donc quelque part, l'accès à l'électricité, ça montre bien les inégalités en fait de développement. On pourrait très bien en fait utiliser cette carte et la mettre en parallèle avec effectivement les pays les plus pauvres du monde. Si vous vous souvenez ce qu'on avait fait, cette carte qui classait uniquement les pays pauvres, les plus pauvres, on retrouve ce qu'on avait vu dans la précédente leçon. Et il y a un pays qui fait une exception, c'est la Corée du Nord qui est une dictature et où 40% seulement des gens ont accès à l'électricité. Voilà. Après, on a quelques pays asiatiques, mais ça a beaucoup progressé. Hein. Je vous aurais fait la leçon il y a 2 ans. On avait beaucoup plus de pays en Asie du Sud qui étaient touchés par un manque d'électricité. Il y a eu beaucoup de progrès faits. Mais le continent qui reste le plus touché, c'est l'Afrique. Pour vous donner un chiffre global, vous avez un Africain sur 2 en moyenne qui n'a pas accès à l'électricité. Donc c'est quand même encore un grand combat à mener. Effectivement, parce que ça reste le continent le plus pauvre. Et sans électricité, faut bien vous rendre compte aussi que ce continent, aura beaucoup plus de mal aussi à se développer ou à se développer beaucoup plus doucement, beaucoup moins rapidement. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, dans ce tableau, vous avez l'ensemble des ressources qui sont produites et qui sont utilisées. Alors, si on regarde, donc c'est un peu petit, j'ai pas pu vous le mettre en beaucoup plus grand, on s'aperçoit donc que la production d'énergie, elle repose quand même majoritairement sur ces énergies fossiles, qui sont donc non renouvelables. 83,6% encore en 2017 d'énergie sont des énergies qui vont s'épuiser. Alors si on regarde, la plus utilisée, c'est le pétrole, encore aujourd'hui à plus de 34%. Alors, c'est vrai que c'est une énergie qui était peu chère au début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est une énergie qui coûte beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que les gisements, on a exploité les gisements, et puis aujourd'hui, une grande partie du pétrole a disparu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces gisements ont été épuisés. Il a fallu trouver de nouveaux gisements. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut creuser toujours de plus en plus profond. Il faut faire des enquêtes sur des terrains particuliers ou en pleine mer pour de trouver de nouveaux gisements, et toute cette recherche en amont coûte extrêmement cher parce que parfois on ne trouve rien, et donc l'extraction du pétrole qui est à la fois trouver de nouveaux gisements, donc tout ça coûte cher, plus creuser toujours plus profond pour extraire du pétrole, du coup le prix du pétrole a considérablement augmenté. En plus, le problème, c'est une énergie qui émet énormément de CO2, dont les réserves, comme je vous le disais, sont limitées, et ça provoque énormément de conflits, de tensions à l'échelle du monde. C'est ce qu'on verra notamment en troisième, parce que certains pays font du chantage. Ce sont des pays producteurs de pétrole. En fait, vous avez même 8 pays dans le monde qui produisent 80% du pétrole mondial, qui sont situés principalement dans le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Et puis effectivement, quand il y a des conflits, on le verra en troisième avec d'autres pays comme les Américains, etc., qu'est-ce qui se passe? Ces pays ferment le robinet du pétrole et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils produisent moins de pétrole et le prix du pétrole augmente. Donc c'est une façon de faire du chantage sur les pays riches en leur disant attention, attention, vous voulez vous occuper de nos affaires politiques, vous voulez vous immiscer dans nos affaires, nous on a les moyens de vous faire un chantage, c'est nous qui produisons du pétrole, et donc on peut tout simplement produire moins de pétrole, ce qui fait augmenter le prix, et ce qui pénalise ces pays riches, comme par exemple les Américains. Autre ressource qui est beaucoup utilisée, on le voit, c'est le charbon, qui est une des productions d'énergie les plus anciennes. Il est peu cher,
Et il est aussi beaucoup produit et extrait dans des pays d'Amérique latine, par exemple, mais c'est aussi une production, une énergie qui émet beaucoup de CO2 et qui est très polluante, hein, on le verra en quatrième aussi, dans le cadre d'une leçon quand on fera la révolution industrielle. On travaillera sur un film qui vous montrera, on vous parlera des pays noirs, ce qu'on appelle les pays producteurs de charbon, et effectivement la suite du charbon retombait en fait sur les maisons, donc c'était des paysages qu'on appelle les paysages noirs, couverts en fait de suie de charbon. Ensuite, nous avons le gaz naturel, hein, qui est peu cher effectivement au début du XXe siècle, dont le prix augmente aussi comme le pétrole parce que ces deux énergies sont liées. Hein. Souvent, on extrait dans des gisements de pétrole, il y a des poches de gaz, et donc on va extraire à côté le gaz naturel, et donc c'est aussi polluant. Et ces réserves sont aussi limitées. Et enfin le nucléaire, hein, l'énergie nucléaire qui représente 5%, hein, d'ailleurs la France est un grand pays producteur de nucléaire, la Suède aussi. Et là, les risques sont différents, c'est pas la pollution en soi. Et encore, on pourrait nuancer, évidemment, on vous dit toujours que l'énergie nucléaire, ce n'est pas polluant, sauf que ça produit des déchets. Hein. Les déchets nucléaires sont des produits qui sont extrêmement dangereux sur des millions et des millions d'années, puisqu'ils peuvent conserver leur radioactivité pendant des millions d'années. Donc les déchets, il faut les enterrer dans des couches d'argile à des très hautes profondeurs avec des sarcophages autour, entre guillemets, c'est-à-dire des dalles de béton pour éviter que s'il y avait une fissure, ces déchets radioactifs puissent se libérer dans l'atmosphère. Mais voilà, les risques sont très importants. Vous vous rappelez aussi, par exemple, peut-être, de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, ou encore de Tchernobyl en Russie, en Ukraine. Effectivement, voilà, en URSS à l'époque. Ça a été terrible. Voilà, donc les conséquences sont dramatiques quand il y a une fuite de radioactivité dans l'atmosphère, dans l'eau, dans la terre, etc. Puisque ça va contaminer les sols, l'air pour des millions d'années. Alors ensuite, si on passe donc 83%, donc si on résume en fait, ces énergies non renouvelables, fossiles, produisent quand même 78% des émissions de CO2. Donc on voit bien l'enjeu est de taille. Il faut remplacer ces énergies fossiles par des énergies renouvelables parce qu'elles sont beaucoup moins émettrices de pollution, de CO2 et donc de tout le problème du réchauffement climatique. Mais c'est pas gagné encore, parce que si vous regardez bien de plus près, on ne produit actuellement dans le monde que 16,4% d'énergie renouvelable. En tête de ces énergies, c'est surtout en fait tout ce qu'est le bois et la biomasse, donc comme je vous le disais, ça reste une énergie très utilisée encore aujourd'hui. Donc tout ce qui est biocarburant par exemple. Ensuite on a l'hydroélectricité, donc l'utilisation de la force de l'eau, des fleuves, des rivières, etc., qui représente 3,1% d'énergie, qui permet de produire de l'électricité, donc c'est pas énorme non plus. Il y a des pays où c'est beaucoup plus, par exemple, c'est une moyenne à l'échelle mondiale. Et puis tout ce qui est l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie du vent, la géothermie où on utilise la chaleur du sol par exemple, effectivement ça représente qu'1,7%. Alors c'est peu, mais par contre ça évolue très très vite. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui se sont vraiment tournés vers le développement d'énergie solaire et éolienne et qui aujourd'hui produisent presque la moitié de leur énergie vient de l'énergie éolienne et solaire par exemple. Alors ces énergies, elles ont un avantage, c'est qu'elles n'émettent pas ou peu en fait de CO2, que cette ressource est forcément abondante. Le soleil, effectivement, il est toujours présent, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ce sont des énergies dont le coût est relativement faible, par exemple parce que ce sont les énergies naturelles, ça coûte beaucoup moins cher qu'une centrale nucléaire par exemple, parce qu'on a beau vous dire que l'énergie électrique produite par les centrales est une énergie peu chère. Le problème, c'est qu'on n'a pas intégré le coût, en fait, dans ce prix. On n'a pas intégré le coût de la fermeture de ces centrales nucléaires, parce que c'est très difficile d'arrêter une centrale nucléaire, d'arrêter une réaction nucléaire. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, on n'a pas du tout pensé encore à tous ces coûts d'entretien, en fait, de ces vieilles centrales nucléaires qui vont fermer, de leur démantèlement, c'est-à-dire qu'il va falloir les détruire, il va falloir tout défaire. Or, tout est pollué, tout est radioactif. Donc c'est extrêmement dangereux, il faut être extrêmement bien formé, et c'est vrai qu'on n'a pas tant que ça intégré en fait aujourd'hui dans le coût de l'électricité, et qu'on voit bien aujourd'hui que ça va poser problème. Alors ici, voilà, un peu d'émissions de CO2, ces énergies dont la production, le prix reste relativement faible. Par contre, on l'a vu ensemble. Oui, d'un côté, on se dit le biocarburant c'est mieux, je vais utiliser moins de pétrole dans ma voiture, pardon. Mais de l'autre côté, effectivement, je défriche des milliers d'hectares en fait pour produire de l'huile de palme, du soja, etc. Donc d'un côté, je crois bien faire en mettant du 100 95 de 10 dans ma voiture,
Mais en fait, de l'autre côté, bah, effectivement, tout ça est responsable de la déforestation, par exemple de l'Amazonie ou de toutes les forêts tropicales et primaires d'Indonésie, etc. L'autre contrainte aussi de ces énergies renouvelables, c'est qu'elles ont un rendement faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'évidemment, si on fait un match entre une centrale nucléaire et ce qu'elle produit comme électricité et évidemment une éolienne, bah, on se rend compte que c'est évidemment l'écart est énorme. Il faudrait des centaines de milliers en fait d'éoliennes pour produire autant que ne produit une énergie, enfin une centrale nucléaire. Donc effectivement, il faut beaucoup de ces énergies renouvelables, beaucoup de ces infrastructures renouvelables pour pouvoir arriver à produire autant que les énergies fossiles. Et c'est bien le grand débat aujourd'hui d'ailleurs entre les écologistes qui soutiennent ces énergies renouvelables et puis ceux qui sont contre les énergies renouvelables en disant oui c'est bien d'avoir une planète plus verte, mais il ne faut pas rêver non plus, on n'arrivera pas à répondre à tous les besoins énergétiques mondiaux seulement avec les énergies renouvelables. Donc évidemment ils s'opposent sur la question. Ils ont à la fois raison et tort, tous les deux, parce qu'effectivement, si on injectait autant d'argent qu'on en a injecté pour produire tout ça, en termes d'infrastructures, etc., bah, on aurait beaucoup plus développé depuis le temps les énergies renouvelables et elles produiraient beaucoup plus aujourd'hui aussi. Bon, c'est un grand débat, effectivement, vous êtes peut-être au courant, mais il y a énormément de débats sur cette question. Alors, donc on voit bien que ça progresse, mais c'est pas encore gagné. Et de toute façon, effectivement, il va bien falloir accélérer la production d'énergie renouvelable puisqu'elle est responsable des gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Et vous vous souvenez dans la petite vidéo qu'on avait vue avant, bah, il suffit que la Terre augmente d'1 degré pour qu'effectivement toutes les calottes glaciaires fondent et puis effectivement on a des terres entières qui vont être submergées par l'eau parce que remonter seulement d'1 degré, bah, ça fait fondre énormément en fait des calottes glaciaires, l'Arctique, etc. Et du coup, bah, il y a des terres entières qui vont être submergées. Et donc, certains pays, par exemple, on peut penser aux Pays-Bas, la Hollande. Pourquoi on appelle ce pays le Pays-Bas? C'est parce que le pays est en dessous du niveau de la mer. Et donc, qu'est-ce qui se passe si demain, l'eau, effectivement, remonte avec le réchauffement climatique? Il n'y aura plus de Pays-Bas. Or, c'est un pays développé et riche, donc, effectivement, ça va poser problème. Alors ensuite, qui sont les champions, donc les 10 meilleurs élèves dans le monde de la production d'énergie renouvelable? Alors je vous les montre, donc j'ai cherché les chiffres les plus récents. Ce sont des pourcentages. Donc ici on se rend compte que 100% par exemple en Islande de l'énergie est complètement renouvelable, donc eux ils n'utilisent pas du tout d'énergie fossile. Ensuite vous allez être surpris, certains pays, même moi j'ai été surpris en faisant les recherches, le Costa Rica aussi on arrive à 100% d'énergie renouvelable. L'Écosse, on n'en est pas loin, 98% et quelques. L'Éthiopie, 96%. Donc ça, c'est des pays pourtant très pauvres en Afrique, mais qui ont, alors comme ils n'ont pas en fait d'énergie fossile, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se tourner en fait vers des énergies renouvelables, ce qui explique qu'ils ont quasiment 100% de leur production qui sont des énergies renouvelables. La RDC, c'est pareil, 96% de son énergie est renouvelable. La Norvège, qui est un pays riche, a vraiment fait, comme l'Islande et l'Écosse, un virage vers les énergies renouvelables, donc on est quasiment à 95%. L'Uruguay, donc pareil, 95%. La Norvège aussi, qui comme l'Écosse, l'Islande et la Norvège sont... Ah, j'ai mis 2 fois la Norvège, tiens. Oui, j'ai fait une petite erreur. Bon, c'est pas grave, mais ils sont autour de 95% en fait d'énergie renouvelable. Vous avez aussi, voilà, le Nicaragua, qui est proche des 75% et quelques d'énergie renouvelable, et l'Allemagne qui est autour des 40%. Donc, on se rend compte que y a des pays qui y arrivent. Sauf que il va falloir nuancer ça tout de suite parce que si on regarde uniquement ce graphique, vous allez avoir une idée qui est fausse très très rapidement. C'est que certes dans un pays riche comme la Norvège par exemple où plus de 95% de l'énergie est renouvelable, c'est un pays qui est développé donc 100% des gens ont accès à l'électricité et 95% de cette énergie repose sur des énergies renouvelables. Le problème, et c'est bien ce que je vous affiche, c'est que si je prends par exemple la RDC, qui est un pays au centre, République démocratique du Congo, qui est au centre de l'Afrique, alors oui, 96% des énergies sont renouvelables. Le problème, c'est que dans le pays, seulement 16% de la population a accès à l'électricité. Donc tout de suite, ça nuance les choses. C'est-à-dire qu'il faut bien vous rendre compte qu'en fait, dans des pays, on peut être surpris qu'ils soient champions effectivement des énergies renouvelables, comme le Costa Rica, qui sont des pays très pauvres, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, l'Uruguay, le Nicaragua par exemple, ce sont des pays relativement pauvres, en voie de développement pour certains. En fait, dans ces pays-là, tout le monde n'a pas forcément accès à l'électricité, donc c'est peut-être aussi plus facile d'avoir 96% d'énergie non renouvelable. S'ils devaient, imaginer en RDC, fournir de l'électricité
à 100% de la population et pas seulement à 16%, peut-être que les énergies non renouvelables seraient insuffisantes. Et là, on rejoint le débat qu'on a eu tout à l'heure. Oui, ils sont champions, on va dire, ils font partie des 10 meilleurs pays tournés vers les énergies non renouvelables, mais voilà, c'est aussi parce que tout le monde n'a pas accès à l'électricité, donc ils peuvent répondre. La demande énergétique, les besoins énergétiques en fait sont beaucoup plus importants, mais ils ne répondent qu'à 16% des besoins des gens. Donc vous voyez tout de suite, ça donne une autre image de la réalité. Alors qui sont nos champions en fait producteurs d'énergie renouvelable? C'est-à-dire ce ne sont pas ceux qui ont le plus, il ne faut pas que vous confondiez les deux choses. Ça c'est vraiment la part de consommation, enfin la part d'énergie renouvelable dans la consommation du pays. Mais effectivement, attention, tout le monde n'a pas forcément accès à l'électricité. Ici, c'est la part, en fait, ce sont les producteurs d'énergie renouvelable. Ça veut dire que c'est ceux qui produisent le plus d'énergie renouvelable, ce qui ne veut pas dire, par exemple, que, vous avez vu tout à l'heure, la Chine n'est pas dans le graphique, ça veut dire que la plupart de son énergie est encore fossile, notamment beaucoup de charbon et d'autres ressources fossiles. Mais voilà, à l'échelle mondiale, en termes de production, ceux qui produisent le plus, en premier, c'est la Chine, qui produit à peu près 25% des énergies renouvelables dans le monde. Ensuite, ce sont les États-Unis. Et puis, ensuite, nous avons le Brésil. Et en quatrième position, vous avez le Canada. Mais vous avez vu, ces 4 pays ne sont pas classés dans les 10 meilleurs pays producteurs. Ce sont des producteurs d'énergie renouvelable. Mais effectivement, eux, à l'échelle de leur pays, l'énergie renouvelable ne représente qu'un pourcentage minimal. Sauf pour le Brésil. Effectivement, on va nuancer. Pour le Brésil, vous avez vu, on a étudié que quasiment presque la moitié de leurs ressources sont des ressources renouvelables. D'accord ? Alors, on en arrive enfin à la leçon, et là on va noter tout le grand 2 d'un coup. Donc si on récapitule un petit peu, je vous conseille de faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de recopier ou alors de compléter le texte à trous que je vous avais mis en pièce jointe hier. Donc on va écrire tout le grand 2, donc il y aura 3 sous-parties aujourd'hui, on s'arrêtera là pour aujourd'hui et je vous donnerai pas de travail. On verra la troisième étape après, on parlera notamment d'une autre ressource, d'une ressource particulière, c'est l'eau notamment. Alors, grand 2, l'énergie, une ressource à ménager. Alors, des besoins en énergie qui augmentent, c'est la première chose qu'on a constatée. Alors, la demande mondiale en énergie, elle a fortement augmenté à partir du 19e siècle et elle devrait doubler d'ici 2030. Donc, comment on peut expliquer pourquoi elle a fortement augmenté ? Déjà, la croissance démographique, la population a énormément augmenté. Ensuite, le niveau de vie s'est amélioré, donc du coup les gens ont plus accès à l'énergie. Et la transformation des modes de vie, il y a un tas de nouveaux moyens de transport qui sont apparus, de nouvelles façons de vivre, de se développer, qui font que on a de nouveaux modes de vie qui sont très consommateurs d'énergie. Pensez, il faut le téléphone, il faut l'ordinateur, tout est électrique maintenant dans les maisons, et donc on a beaucoup plus de besoins énergétiques. La consommation d'énergie dans le monde est un bon indicateur des inégalités, vous l'avez bien vu. On voit bien, quand on a vu la carte sur l'Afrique, que ce sont les pays en voie de développement et dans les pays émergents, que ce sont ces pays-là qui ont le moins accès à l'électricité. Donc, je vous l'avais dit, à peu près 800 millions de personnes en 2017 n'ont pas accès à l'électricité. Ça représente à peu près, pour vous dire, la moitié des Africains n'ont pas accès à l'électricité. Donc, c'est vrai que c'est un bon indicateur de regarder qui a accès à l'électricité pour savoir quels sont les pays les plus pauvres du monde. D'accord ? On passe au petit b. Donc dans cette partie, on a expliqué que, tout simplement, on a fait un constat. Les besoins en énergie n'ont cessé d'augmenter et on a expliqué pourquoi. Deuxième partie, petit b, deuxième sous-partie, ce sont des ressources en voie d'épuisement. C'est bien là-dessus qu'il faut insister, c'est que c'est bien beau tout cela, mais effectivement, 83,4% de la production d'énergie sont des énergies fossiles. Donc le charbon, le pétrole, le gaz naturel et le nucléaire. Or, ces ressources ne sont pas renouvelables à l'échelle du temps humain. Il leur faut beaucoup plus de temps. En fait, on parle d'échelle géologique, c'est-à-dire qu'il faut des millions d'années pour que ces ressources se renouvellent de nouveau comme elles l'étaient avant qu'on les utilise. Et donc, elles risquent de s'épuiser dans les dizaines d'années à venir. Et le problème, c'est qu'elles sont aussi l'une des principales causes des émissions de gaz à effet de serre, qui sont responsables du réchauffement climatique. Donc, bref, le problème, c'est qu'en plus, les 3/4 des ressources qu'on utilise énergétiques sont des ressources qui vont disparaître et qui sont très polluantes. Alors, quel choix énergétique faire pour l'avenir ? Vous l'avez compris, les États vont investir massivement pour développer les énergies renouvelables et pas se retrouver dépendants de ces énergies lorsqu'elles vont réellement disparaître.
Donc face à ce risque de pénurie future, la pénurie c'est bien, il n'y en a plus, hein, les États investissent massivement dans le développement des énergies renouvelables, comme le vent, l'eau, le soleil, la géothermie par exemple, mais elles ne représentent que 16,4% des énergies produites. Et donc les États se lancent en fait dans ce qu'on appelle des politiques d'économie d'énergie. Hein, elles vont essayer, par exemple, vous l'avez peut-être vu, hein, quand vos parents payaient leurs impôts, on a le droit à des crédits d'impôt parce qu'on change les fenêtres de la maison pour avoir des fenêtres mieux isolantes. On vous propose d'isoler votre maison à 1 euro, par exemple, quand on a des revenus relativement faibles, on a le droit d'avoir une aide de l'État en France pour pouvoir faire isoler sa maison correctement. On utilise de nouveaux matériaux. Bref, il y a eu énormément en fait de progrès faits pour que les maisons soient plus économes, qu'elles consomment moins d'énergie. Hein, c'est vraiment l'objectif, et qu'on réduise notre consommation d'énergie grâce effectivement à ces nouveaux matériaux qui sont plus économes, et puis que les États investissent, développent, ils vont investir de l'argent pour faire des parcs d'éoliennes, des parcs solaires, etc. Mais effectivement, c'est l'enjeu de l'avenir, c'est de se tourner vers les énergies renouvelables, même si elles ne pourront pas, à l'échelle mondiale, je dis bien, remplacer à 100% les énergies fossiles. Dans certains pays, ça va être possible. Pour d'autres, on voit bien que oui, ils sont presque à 100% d'énergie renouvelable, mais enfin en même temps, il n'y a que 10% des gens qui ont accès à l'électricité. Donc là, c'est facile de couvrir les besoins énergétiques. D'accord ? Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la prochaine fois, on va aborder une autre ressource qui est très importante, c'est l'eau. Mais on fera ça la prochaine fois. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis on se retrouve pour le dernier épisode, certainement, donc jeudi ou vendredi en fonction des classes. Allez, bon après-midi à tout le monde.